J'ai fait des études de philosophie il y a longtemps. J'ai enseigné, j'ai été chargé de cours à la Sorbonne, chargé de cours en esthétique musicale, donc philosophie de la musique, musicologie. Et ça m'a amené progressivement à travailler sur la psychologie de la musique. Et je me suis retrouvé à travailler dans un hôpital, à travailler sur des techniques de psychothérapie fondées sur la musique. Et j'ai obtenu le titre de psychologue au fil des années. Et parallèlement à ce travail, qui a été la partie principale au niveau professionnel, j'étais responsable d'associations. J'ai toujours été passionné par la vie sociale, par la façon dont les êtres humains s'organisent entre eux pour essayer comment dire, de bien fonctionner ensemble de façon pacifique, fraternelle, voilà, et d'améliorer la vie de chacun. Donc j'étais responsable de nombreuses associations, enfin responsable militant ou responsable d'associations diverses, et ce qui m'a amené à être élu. Un jour, on m'a dit, mais est-ce que ce serait bien que tu sois élu municipal? Et donc, j'ai été élu en 2002 dans le 12e arrondissement. J'ai été élu maire adjoint. Et j'ai fait un deuxième mandat à la suite de ça, comme conseiller délégué, comme on dit, c'est à peu près la même chose. Et voilà, donc je me suis consacré aux autres. Je m'intéresse plus aux autres, à la vie sociale et à l'amélioration de notre société. Mes parents étaient enseignants tous les deux, directrice d'école maternelle et inspecteur des écoles primaires, ce qui explique mon goût pour la culture, pour les autres. Et hommage à leur mémoire. Et ils étaient tous les deux d'origine de Provence. Mais peu après ma naissance, ils ont été nommés en Alsace. Et résultat, j'ai souvent fait le trajet. Voilà, j'étais un peu à cheval entre la Provence et l'Alsace, deux territoires, deux cultures, j'allais dire, deux civilisations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est tellement différent. Et puis à l'âge de 19 ans, je suis venu m'installer à Paris pour poursuivre mes études. Et encore un autre mode de vie. Et peut-être que ça explique en partie le fait que lorsque j'ai mis les pieds au Brésil pour la première fois, je me suis dit, tiens, encore un autre territoire, encore une autre culture, encore une autre façon d'être, et que ça m'a autant passionné. Voilà, lorsque j'ai été élu pour la première fois, ici à Paris, nous avions embauché une conseillère technique qui avait une particularité, elle était à la fois française et brésilienne. Donc elle avait les deux cultures à 100%. Et elle m'avait conseillé, elle m'avait suggéré d'aller au Forum social mondial qui se tenait en 2003 à Porto Alegre. Et en arrivant à ce que j'ai fait, nous sommes partis au Brésil que je ne connaissais pas. Pour moi, à l'époque, il n'y avait pas de différence entre je ne faisais pas vraiment la différence entre le Brésil, le Mexique, l'Argentine ou le Pérou. C'était là-bas. Et en arrivant au Brésil,
Ça a été le coup de foudre, ça a été la naissance d'une passion, comme si énormément de choses que j'avais, refoulées, que j'avais au fond de moi, se trouvaient réveillées, apparaissaient au grand jour dans ce pays. Donc, j'arrive au Brésil, à Porto Alegre, et dans l'aéroport, je sors de l'avion, j'étais au premier étage de la grande salle de l'aéroport, je regarde les gens qui se promenaient, qui marchaient en dessous avec leurs valises, et ma première surprise, ça a été de voir qu'ils n'avaient pas la même démarche, les Brésiliens n'ont pas la même démarche que les Français. Ils marchent en se déhanchant, avec un mouvement dans les hanches qui est tout à fait contraire à l'habitude, à la règle française de marcher bien droit, surtout pas trop bouger. Et donc ça a été une première surprise. Qu'est-ce que c'est que ces personnes? Pourquoi marchent-elles comme ça? Et j'ai découvert après coup que ça venait probablement, là il faudrait, de la racine africaine, la racine africaine du Brésil apparaît également sous cette forme. 2 heures après, je me suis retrouvé dans un restaurant restaurant où on se servait soi-même, un self-service, et je me penche pour regarder des nems, des petits nems, mais qui n'étaient pas exactement comme ceux qu'on trouve dans les petits restaurants japonais de Paris. Je me penche, et le militant qui m'accompagnait, qui était juste derrière moi, il dit « Oui, ce sont des nems, c'est une spécialité brésilienne. C'est un plat typiquement brésilien. » Et j'ai été tellement surpris, parce que je venais de découvrir ce qu'on appelle l'anthropophagie, c'est-à-dire cet aspect très particulier de la culture brésilienne, qui consiste à ce que lorsque quelque chose arrive sur le territoire, on le prend, on le modifie, on l'intègre, on le transforme, et puis ça y est, ça devient brésilien. Voilà, et on peut dire ça d'ailleurs pour les musiques, pour la nourriture, pour la politique, dans des tas de domaines. Il y a une capacité de la culture brésilienne à avaler, digérer et rediffuser quelque chose d'autre, modifié. Et en disant, ça c'est brésilien. La France, il lui faut des décennies, si ce n'est des siècles, pour accepter d'intégrer un petit quelque chose venant de l'extérieur. Il y a cette idée, la France est à l'origine du savoir, de la culture, la France est un pays supérieur, et voilà, c'est même lié certainement à la colonisation et aux croisades, que sais-je. Mais en France, on n'a pas forcément cette capacité à intégrer l'autre et à se l'approprier, à le transformer pour se l'approprier. C'est-à-dire bénéficier de la richesse que nous apportent les autres cultures. Voilà, ce n'est pas dans nos traditions. Alors qu'au Brésil, oui. En allant au Brésil régulièrement, à chaque fois, j'ai découvert un autre aspect qui m'a bouleversé, qui m'a séduit. C'est ce qu'on pourrait appeler la chaleur humaine, la qualité dans les contacts humains, l'affection. On rencontre quelqu'un, même si on ne le connaît pas, on tombe dans ses bras, comment vas-tu, qui es-tu, on se fait la bise, on se fait abraço. Il y a une chaleur humaine dans l'échange. Combien de fois ça m'est arrivé de parler avec quelqu'un sur un trottoir, je pose une question, je suis là seul dans une ville brésilienne ou dans un village, et on se met à parler avec moi, et on me prend par le bras, allez viens, on va prendre un café, et on devient amis. Voilà, et 1 heure après, on est les meilleurs amis du monde. Il
il y a ce goût ce goût de l'autre. Alors, ça je dis ça de façon extrêmement favorable, c'est très positif, cette ouverture à l'autre. Mais en retour, il y a aussi le contraire. Ça veut dire la réaction peut être dans l'autre sens extrêmement virulente. Si je dis un mot, je critique ta religion, ah ben non, je ne crois pas à ta divinité, ça peut devenir extrêmement violent, extrêmement négatif. Donc il y a les deux, mais quand même, globalement, il y a une ouverture, une cordialité. C'est comme ça qu'on dit en français. Hein. Il y a une cordialité qui n'existe pas en France. En France, les gens dans le métro, personne ne parle avec personne. Sur le trottoir, personne ne parle avec personne. On ne parle qu'avec les personnes dont on connaît le nom, le prénom, la profession. Ce sont des collègues ou des amis, sinon... voilà, on ne va pas aller au-devant de l'autre pour lui parler, pour lui faire la bise, etc. Alors qu'au Brésil, oui, c'est normal. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ce goût de la chaleur humaine. Ça, c'est une des merveilles, pour moi, une des merveilles du Brésil. Et une autre merveille, si j'ose dire, c'est la capacité brésilienne à innover, à inventer des formes nouvelles, des processus nouveaux. C'est quelque chose... c'est un pays qui est en permanence dans l'innovation, dans l'expérimentation, dans d'innombrables domaines. En France aussi, nous avons des artistes qui font un travail formidable, mais qui restent en général réservés à une petite élite. Alors qu'au Brésil, ça devient très rapidement quelque chose de très large. Par exemple, les innovations politiques. Lorsque les 2 premières fois où je suis allé à Porto Alegre, j'avais découvert que la ville était gérée en faisant appel à des comités de quartier. Des comités de quartier, les habitants d'un gros pâté de maison ou d'un quartier, on leur demandait leur avis sur plein de choses concernant leur quartier et même de façon plus générale de la ville. Et donc il y avait, qui était écouté, retenu, et la municipalité élue respectait le plus possible les demandes de ces conseils de quartier. Et lorsque je suis revenu en France, il y a d'autres élus qui étaient là, on a décidé de reprendre cette idée des conseils de quartier, et maintenant des conseils de quartier, il y en a à Paris, Lyon, Marseille. Et les municipalités élues doivent écouter ce que disent les conseils de quartier qui se réunissent librement pour faire des propositions ou faire des demandes aux élus. Et donc c'est une amélioration démocratique importante et que nous devons au Brésil, par exemple. Et ça, peu de gens savent que les conseils de quartier sont une invention brésilienne. Je suis allé au Brésil 15 fois depuis 2003. J'y suis allé 15 fois pendant 5 ou 6 semaines chaque fois. Et j'y allais pour rencontrer des personnes avec qui j'avais échangé via Internet, par exemple, ou parce que j'étais invité dans telle ou telle université à faire d'interventions, conférences. J'ai été invité également par l'antenne de l'ENA, de l'École nationale d'administration française. Il y a une antenne au sud du Brésil qui avait organisé un grand colloque sur la lutte contre la corruption. Et il se trouve que j'ai été un des membres fondateurs, vice-président, puis président de l'association Anticor, qui est l'association de lutte contre la corruption en France.
Et à ce titre, j'avais été invité à venir apporter un peu notre façon de faire à nos amis brésiliens qui se battaient également contre la corruption, même si le rapport entre la corruption en France et au Brésil n'est pas la même. Euh, les constitutions ne sont pas les mêmes, l'histoire politique n'est pas la même, mais disons on a eu des échanges très 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 importants à ce sujet. J'avais été invité aussi à intervenir dans une autre université on m'avait demandé une conférence sur les regards croisés entre la France et le Brésil. Quels sont les préjugés des Français sur les Brésiliens et quels sont les préjugés des Brésiliens sur les Français. Et là, je m'étais amusé, et en même temps, j'avais développé de façon plus sérieuse aussi, mais je m'étais beaucoup amusé en racontant tous ces préjugés. Qu'est-ce que c'est qu'un Brésilien pour un Français? C'est une femme à moitié nue qui marche en dansant la samba. Alors que non, tous les Brésiliens ne sont pas comme ça et on ne peut pas réduire les Brésiliens à cet aspect. Qu'est-ce que c'est qu'un Français pour un Brésilien? C'est un intellectuel très riche, vivant dans un splendide manoir, etc. Non, tous les Français ne sont pas comme ça. Voilà, donc je m'étais un peu amusé avec ça et j'avais développé après pour essayer de raconter l'histoire des premières rencontres entre la France et le Brésil, le voyage de Jean-Paul Sartre au Brésil, voilà, dont on a peut parler, le voyage de Blaise Cendrars évidemment, mais voilà, et d'autres. Je suis tellement branché, je me consacre tellement au Brésil depuis une vingtaine d'années que beaucoup de personnes me posent souvent la question, mais es-tu français ou es-tu brésilien? Je réponds, les deux, mon commandant. Voilà, je suis les deux, je ne fais pas de différence. Il y a une partie de moi qui est française, notamment au niveau de la langue. Malheureusement, je ne suis pas un lusophone très brillant, mais voilà, je me sens proche de ces deux pays, de ces deux territoires. J'appartiens aux deux. Et je pourrais même dire que c'est le Brésil qui m'a choisi. Voilà, si je voulais sourire. Un petit miracle, ce que j'appelle dans mon jargon un miracle brésilien. De ma vie, je n'avais jamais fait de photo. Voilà, pour moi, la photo, voilà, j'aimais bien regarder les photos des autres, voilà, ou les photos voilà, mais je ne savais pas prendre des photos. Mais les premières fois où je suis allé au Brésil, j'avais emmené un petit appareil photo pour prendre des notes, pour me souvenir, tiens, aujourd'hui je suis allé à un séminaire dans cette université, clac, je prends la photo du bâtiment, pour ne pas l'oublier. Donc c'était prendre des notes, c'était pas faire des photos, c'était pour me souvenir. Voilà. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte que ça me plaisait d'essayer de prendre en photo des couleurs qui n'existent pas en France, de prendre en photo des expressions de visage, des façons d'être, des façons de s'habiller. Et j'ai commencé à m'appliquer un peu plus. Et un jour, j'ai montré ces photos, disons, ou ces notes, à un grand critique d'art français qui m'a dit, mais ces photos il y a de très belles choses dans ces photos, je veux que vous fassiez une exposition. Et il m'a obligé, entre guillemets, à faire une exposition de mes photos, donc je les ai faites agrandir, celles qu'il avait sélectionnées, et elles ont été exposées à l'abbaye royale de Celles-sur-Belle, un endroit prestigieux au centre de la France. Voilà, c'est lui qui m'a fait faire cette première exposition qui a plu et à la suite de laquelle j'ai eu d'autres propositions un peu partout et j'ai exposé mes photos du Brésil, mes regards, ce sont mes regards sur le Brésil, les curiosités, des choses qui n'existent pas en France, des lumières. Je les ai exposées
plusieurs fois à Paris, à Lille, à Marseille, mais également au Brésil, voilà, et à d'autres endroits. Donc voilà, je suis devenu, miracle brésilien, non pas photographe, mais photographe du Brésil en un mot. C'est comme ça que je m'amuse à le dire. Je ne suis pas du tout un photographe, mais je suis un photographe du Brésil. Je suis incapable de faire une photo ici à Paris. Ça ne me viendrait même pas à l'idée de prendre en photo, d'essayer de trouver le bon angle, la bonne lumière. C'est pas. Mais dès que j'arrive au Brésil, hop, je sors mon appareil et j'essaye de faire de belles choses. Je me suis acheté un vrai appareil photo de bonne qualité, etc. Donc ça, c'est un miracle brésilien. Pendant que Bolsonaro a été élu à la tête du Brésil, symboliquement, pour moi, c'était impossible d'aller au Brésil. Et donc, ça fait 5 ans que je n'ai plus mis les pieds au Brésil, et c'est une souffrance pour moi. Et là, ça y est, je vais pouvoir y retourner. Je ne sais pas quand, dès que possible. Voilà, je vais pouvoir retourner. Le Brésil est redevenu un pays normal. C'est ce qu'on appelle, entre nous, dans les cercles que je fréquente, la résurrection du Brésil. Depuis 20 ans, depuis une vingtaine d'années, je m'occupe tous les jours de la communauté des Brésiliens de Paris, à toutes sortes de niveaux. J'essaie d'aider les principales associations brésiliennes ou franco-brésiliennes dont je suis membre. Je pense par exemple à l'association Mandioca, avec qui j'avais organisé, quand j'étais élu, 3 festivals sur les cultures brésiliennes, à la fois littérature, musique, cinéma, etc. L'association Arbre, association de recherche sur le Brésil en Europe, qui est une association universitaire, qui organise de nombreux colloques auxquels je participe le plus souvent possible. Je pense à l'association Autre Brésil, au pluriel, qui organise également beaucoup d'événements, festival du documentaire brésilien, le lavage de la Madeleine, qui a été pendant des années le plus gros événement culturel, le plus visible, disons, dans Paris, où des milliers de personnes défilent entre la place de la République et l'église de la Madeleine pour aller célébrer un rituel qui est une mixture, un mélange de religion catholique et de candomblé, donc la religion afro-brésilienne. J'essaie d'aider aussi, autant que possible, le club de Choro de Paris, dont j'ai été membre depuis les origines, voilà, que j'ai aidé comme j'ai pu quand j'étais élu, et que j'essaye toujours de diffuser ce travail. Je suis dans pratiquement tous les réseaux sur Internet, tous les réseaux politiques ou culturels brésiliens, voilà, où j'essaie de servir un peu de médiateur, de rencontrer les personnes qui ont besoin de quelque chose, de les mettre en contact avec la personne qui pourrait les aider. Et j'aide aussi beaucoup des musiciens brésiliens qui régulièrement me demandent « Est-ce que tu connaîtrais une salle où il serait possible de faire tel type de musique ?» Et à ce moment-là, je les branche sur les salles ou les personnes ou les organisateurs de concerts que je connais. Donc à toutes sortes de niveaux, j'essaie de m'investir autant que possible et d'aider autant que je peux les Brésiliens. Le Brésil m'a tellement aidé psychologiquement, intellectuellement, culturellement et politiquement. Voilà, c'est donc en échange, je donne ce que je peux. Pendant des années, j'avais des réunions à l'ambassade du Brésil, une fois tous les 2 mois, parfois même davantage, pour aider à la diffusion des cultures brésiliennes en France. Et donc je mettais ma connaissance des réseaux, des circuits, des administrations, autant que je le pouvais, au service des personnes qui demandaient,
qui demandaient de l'aide ou des conseils. Une chose que j'ai faite aussi souvent et qui me fait plaisir, c'est que régulièrement, je reçois des coups de téléphone de Français, parfois que je ne connais pas, mais qui ont, voilà, via les réseaux, obtiennent mon numéro de téléphone et ils m'appellent, bonjour, je souhaite aller passer 2 semaines en vacances au Brésil. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et là, c'est très intéressant pour moi parce que il faut que je demande à la personne, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes un sportif? Est-ce que vous adorez la natation? Ou est-ce que vous préférez les cultures traditionnelles? Est-ce que vous préférez aller voir des paysages? Ça n'a rien à voir. Le Brésil, c'est un continent. C'est tellement gigantesque et il y a des choses tellement diverses que je ne vais pas conseiller la même chose à quelqu'un qui est un fanatique du sport, du football, et quelqu'un qui est un fanatique de la guitare brésilienne. Voilà, c'est pas la même chose. Je conteste l'expression la musique brésilienne parce que la musique brésilienne, ça n'existe pas. Il existe les musiques brésiliennes. C'est un territoire tellement immense, le Brésil, avec des musiques tellement diverses, tellement qui n'ont rien à voir, parfois les unes avec les autres, que ce sont des musiques qui sont toutes brésiliennes, mais il n'y a pas, on ne peut pas imaginer une unité qui serait la musique brésilienne. Ce terme générique, à mon avis, n'a pas de sens. Quel rapport entre les musiques des Indiens d'Amazonie, leur musique rituelle, la samba très très élaborée des écoles de samba de Rio, les musiques de la fin du XVIIIe siècle, le Lobo de Mesquita ou autres compositeurs du Minas Gerais, musique religieuse chrétienne, les musiques des grands compositeurs, Nepomuceno, Villa-Lobos, etc. Tous ces compositeurs du XXe siècle remarquables. Et le choro, ce sont des musiques très très différentes, sans parler des musiques sertanejas, ces duos vocaux du sud du Brésil qui n'ont voilà, qui sont encore tout à fait autre chose. Et je pourrais continuer la liste. La liste, elle est gigantesque. D'autant que au Brésil, à la différence de la France, la musique, ça fait partie de la vie quotidienne. La musique, c'est comme, en France, on va dire, à juste titre, c'est important de se nourrir. Si on veut survivre, il faut manger tous les jours. Au Brésil, il faut non seulement écouter de la musique, mais en faire. Il faut chanter, il faut jouer. Combien de fois je me suis retrouvé, même ici à Paris, à des soirée entre amis, il y a plein de personnes qui sont là, on discute, on parle politique, on mange, on boit un verre, et tout à coup, quelqu'un prend un instrument qui est là par terre et se met à chanter en tapant dessus, et tout le monde il y a des instruments partout, et tout le monde se met à jouer et à chanter. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, ce rapport quotidien à la musique. En France, en moyenne, les Français connaissent par cœur les paroles de 2 chansons, Frère Jacques et Au clair de la lune. Là, je dis ça en rigolant, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Voilà. Très peu de Français connaissent en entier les paroles de 2 ou 3 chansons. Alors que les Brésiliens, en moyenne, connaissent les paroles d'une centaine de chansons, avec les textes de façon intégrale. Et c'est d'ailleurs très spectaculaire lorsqu'il y a des concerts avec des milliers ou des milliers de personnes, où il y a des musiciens qui sont en train ou des chanteurs qui sont en train ou chanteuses qui sont en train de chanter leurs chansons. La foule, à l'unisson, chante avec eux.
Parce que tout le monde connaît les paroles, tout le monde connaît ses chansons. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris et émerveillé aussi à chaque fois que je suis allé à des concerts brésiliens, que ce soit au Brésil ou en France. Les gens connaissent les paroles et ont envie de chanter. Et également la notion de roda, qui est une merveille, hein, où 3 ou 4 musiciens professionnels se mettent autour d'une table, se mettent à jouer une œuvre, surtout valable pour le show, mais pas seulement. Ils se mettent à jouer une œuvre, et puis il y a quelqu'un qui arrive avec que personne ne connaît, avec sa flûte, ou avec son violon, ou avec sa guitare, ou sa percussion, et le responsable du groupe lui fait un petit signe de tête aléatoire, et la personne a 8 mesures où elle peut jouer librement le morceau qu'on entend, mais le jouer à sa manière et à son niveau. Voilà, et après c'est à un autre, etc. Et donc cette espèce de fraternisation des relations humaines à travers une pratique commune de la musique, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Quel non-musicien professionnel oserait monter sur la scène de l'Opéra de Paris avec son violon et se mettre à jouer avec les autres musiciens? Ce n'est pas pensable. Il y a des catégories, tout est fixé, tout est réglé chez nous en France. Alors qu'au Brésil, non, c'est libre. C'est libre. Ah ben tiens, je me mets à chanter ça et allez, tout le monde chante avec moi et on y va. C'est la musique brésilienne que je préfère, c'est le choro, qui est une musique qui donc commence à se faire connaître en France et qui est une musique instrumentale, qui n'est pas chantée et qui est une histoire merveilleuse. C'est au XIXe siècle, dans la bourgeoisie et l'aristocratie brésilienne, dans les salons, les rencontres, on jouait des musiques, au piano en général, des musiques qu'on appelait, qui étaient la même chose que les polkas ou les valses européennes, par exemple, qui arrivaient, et on les jouait. Et certaines personnes ont eu l'idée d'enrichir ces musiques-là en intégrant une rythmique afro-descendante, on peut dire ça comme ça, une musique donc avec des contretemps plus ou moins marqués, et ça a été l'acte de naissance du choro. Donc de ces musiques qui mélangent de musique de salon, de musique écrite, au départ pour le piano essentiellement, mais avec une rythmique d'origine africaine. Et donc, progressivement, cette musique a évolué, elle s'est modifiée depuis la naissance du choro vers 1860, à peu près. Cette musique a évolué, elle s'est jouée différemment par des guitaristes, des flûtistes, le pandero, le tambourin, et puis d'autres instruments qui se sont intégrés dans ce style-là, tous les instruments d'ailleurs, le saxophone et d'autres. C'est une musique d'une très très grande richesse, et parce qu'elle est le point de convergence entre le lieu de rencontre, on pourrait dire, entre les musiques africaines et les musiques européennes. Et au Brésil, ça a créé un métissage, c'est une musique métissée. Voilà, c'est une immense réussite. La photo de Chiquinha Gonzaga, qui est pour moi, Chiquinha Gonzaga, qui est à mon avis, la plus grande compositrice de choro de l'histoire du Brésil,
qui était née vers 1850 et morte vers 1930, je n'ai pas les dates exactes en tête, et qui a composé, qui a été la première femme brésilienne à publier ses partitions. Ça a été la première femme brésilienne à diriger un orchestre symphonique, à composer ce qu'on pourrait appeler des opérettes, et à composer. Elle a énormément composé, et c'est voilà. C'est le plus bel, pour moi, c'est le centre de la musique brésilienne, c'est Chiquinha Gonzaga. Si j'ai chez moi à peu près 1700 CD de musique brésilienne au pluriel, ce n'est pas par hasard. Et, voilà, et des musiques extrêmement diverses, voilà, que ce soit des musiques religieuses du XVIIIe siècle ou du funk carioca provocateur, et, voilà, ou du hip-hop, ou de la samba évidemment, ou des œuvres de Villa-Lobos. Quoi de plus beau que les quatuors de Villa-Lobos et ces choses, voilà, et tant d'autres musiques sublimes. Je vais à des concerts brésiliens dès que je le peux. Il y en a énormément. Heureusement, ça c'est une très bonne nouvelle. Notamment le forró, qui est une musique qui prend de la place à Paris. Il y a beaucoup d'espaces, de salles de concert, de restaurants, de dancing, etc. où des musiciens viennent jouer cette musique-là, typique du nord-est du Brésil. J'habite ici à Paris, mais je vis au Brésil.